Salut, bonjour à tous, plutôt bonsoir. Alors, il semblerait donc, d'après ce que je lis là, que Éric Drouet serait tenté d'appeler à voter François Asselineau. Alors, je vais quand même un petit peu lire quelque chose pour Éric et pour tous ceux qui seraient tentés par le choix de François Asselineau, parce que je sais qu'il a voté Rassemblement National aux dernières élections, je crois. Si je me trompe, reprenez-moi, c'est pas grave. Mais Éric, il faut absolument que tu prennes connaissance, toi et tous ceux qui veulent te suivre, de cet article-là que je trouve extrêmement intéressant sur François Asselineau. Et j'en ai un autre sur le patrimoine de François Asselineau et comment il a géré ses propres biens et dans quelle situation il s'est mis sur le plan personnel. Alors on a de quoi se poser la question si réellement il est capable de gérer la France. Si quand on n'est pas capable de gérer dans sa vie personnelle, vous savez, par rapport à l'argent et les biens immobiliers, tout ça, il ne faut pas trop se leurrer quand même. Hein. Alors regarde. Blog de Titan, blog politique d'un supporter de NDA et de Debout la France, non officiel, réaction sur l'actualité, la politique, la vie culturelle. Je trouve que cet article est très correct et il est resté très poli, très courtois et vraiment... François Asselineau a-t-il vraiment sacrifié sa carrière pour révéler la vérité aux Français sur l'Europe? C'est ce que François Asselineau fait croire. François Asselineau, dans la très modeste biographie qu'il donne de lui-même, et oui, très modeste, ne peut s'empêcher de mentionner son brillant parcours scolaire, bachelier scientifique, mention très bien, diplômé d'HEC Paris en 1980. Il a été reçu au concours d'entrée à l'ENA, dont il est sorti vice-major, et à l'inspection générale des finances, lui, où ses affidés n'ont de cesse de rappeler ce pédigré prestigieux pour insister lourdement sur son sérieux et son aptitude à prendre en charge la destinée de notre pays. Alors il va décrypter tout ça. Dont acte. Étant précisé toutefois que François Asselineau n'est pas le seul à afficher un parcours aussi brillant. Bon, ça, je vais passer ça, parce que ça, on sait qu'il y en a plein d'autres, hein, pas que lui. Alors, l'un des mythes les plus répandus voudrait que François Asselineau ait sacrifié sa brillante carrière administrative au nom de ses convictions, et qu'il ait été mise au placard à la suite de la création de l'Union populaire républicaine. C'est ce qu'il explique lors de son discours annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. À 5 minutes 48, je ne suis pas là, ici, pour faire pleurer sur mon sort. Sic, je ne le mérite sans doute pas, resic. Mais je signale quand même que j'ai brisé ma carrière qui était, paraît-il, resic, une carrière prometteuse dont la haute administration et tous les chemins m'étaient ouverts. De très nombreux militants de l'UPR en déduisent que François Asselineau sera une personnalité extraordinaire, ayant tout sacrifié au nom de ses convictions pour fonder l'UPR. C'est la raison pour laquelle, sur des vidéos, je l'ai appelé pur, les puristes, dans le syndrome du saint. Mais moi, depuis le début, je ne le sens pas comme un saint homme. Or, si l'on se penche un peu sur la question, rien n'est plus faux. Et François Asselineau le reconnaît lui-même dans sa biographie où il écrit à la troisième personne du singulier, bien entendu. Nicolas Sarkozy, qui devient président du même Conseil général en avril 2004, l'écarte en le nommant délégué général à l'intelligence économique à Bercy, poste qui sera vite supprimé parce que ses analyses bien qu'irréfutables ne sont pas les bienvenues. François Asselineau fait la référence à son rapport qu'il dit avoir remis en juin 2004 à Thierry Breton et Nicolas Sarkozy, et qui lui aurait valu, selon ses propres termes, une mise au placard. Analyse qui doit d'ailleurs être prise avec précaution, puisque François Asselineau avait volontairement, alors qu'il n'y était pas contraint, accepté ce poste de délégué général de l'intelligence économique, qui ne sera en fait supprimé que le 29 mai 2006. Quoi qu'il en soit, la placardisation de François Asselineau, même si l'on suppose que la nomination à la délégation générale pour l'intelligence économique n'en est pas une, ce qui déjà prête à discussion, date au plus tard de mai 2006. Quoi qu'on en dise, cette date est antérieure à la création de l'UPR et l'hypothèse d'un François Asselineau, fondateur de l'UPR, victime politique du sarkozysme, est donc fausse. En 2006, François Asselineau avait donc déjà près de 50 ans lorsqu'il prétend que sa carrière administrative a été brisée. Il ment puisque sa carrière était déjà largement faite. Et ce CV
et s'il n'a effectivement pas à en rougir, n'est pas aussi reluisant que celui qu'il présente. François Asselineau a réalisé de très brillantes études, mais force est de constater que sa carrière reste en deçà de ce à quoi ses condisciples de l'inspection générale des finances aspirent et en général accomplissent. Jusqu'en 1997, le parcours de François Asselineau est tout à fait classique, passant notamment par les cabinets ministériels. On remarque néanmoins que si François Asselineau occupe certes des positions éminentes, elles ne sont pas non plus toutes en haut de l'affiche. Ainsi, en 1995, il n'est que directeur de cabinet d'un ministre somme toute subalterne, celui du tourisme. Ensuite, il appartient à un cabinet d'un ministère plus prestigieux, celui des Affaires étrangères, mais il n'y est alors que chargé de mission, sans occuper de poste de direction pour un inspecteur général des finances d'alors environ 40 ans et sorti de l'ENA depuis 15 ans. C'est un peu le minimum. J'avais déjà remarqué ça, j'avais lu sa fiche Wikipédia quand j'ai fait mes vidéos sur lui et que je me suis pris beaucoup d'insultes et de dislikes, que d'insultes et que je me suis prise. Aïe, aïe, aïe. Alors, mais c'est surtout ensuite que cela se gâte, puisque François Asselineau se rapproche alors de Charles Pasqua, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, dont il devient finalement le directeur de cabinet jusqu'en 2004. En soi, ce poste est évidemment très important, mais pour un inspecteur des finances, ce n'est pas non plus très reluisant. C'est peut-être à ce moment-là, peu après la dissolution de 1997, que François Asselineau a loupé sa reconversion dans le privé. Malgré son parcours administratif, non pas médiocre, mais sans éclat, effectivement, les grandes banques ou bon nombre d'entreprises parapubliques restaient encore très friandes d'énarques, qui plus est, issus de l'inspection générale des finances. C'est alors largement le cas aujourd'hui. Largement le cas aujourd'hui. En revanche, 10 ans plus tard, en 2006, alors que François Asselineau a 50 ans et qu'il n'a jamais travaillé dans le privé, ni même approché ce dernier, son employabilité est alors mince. Et il est donc faux de prétendre qu'il aurait sacrifié au nom de ses convictions une lucrative carrière qui n'existait probablement plus que dans ses rêves. Non, mais moi je voulais vous dire ce qui s'est passé. Il a vu que sur YouTube, on pouvait devenir faire un parti politique, puis faire comme Soral, Dieudonné et tant d'autres, et faire appel aux dons. Il s'est dit, voilà, ça c'est ma mission. Voilà. Alors, moi, je pense que M. Asselineau aurait toujours été à travailler pour l'oligarchie et aurait encore travaillé pour l'oligarchie s'il n'avait pas été placardisé. Donc, effectivement, s'il a retourné sa veste comme ça et qu'il conspue maintenant l'oligarchie, c'est uniquement par dépit et pour se venger. Ça, c'était aussi mon analyse déjà il y a 1 an. Mais bien évidemment, il ne faut pas réduire la carrière de François Asselineau à sa seule activité professionnelle, puisque François Asselineau a eu également une longue carrière politique. En effet, François Asselineau, qui rappelle constamment que l'UPR se veut comme un parti au-delà du clivage droite-gauche, n'est pas tout à fait celui qu'on croit. Il n'est pas cet haut fonctionnaire ayant découvert au cours de sa vie professionnelle les méfaits de l'européisme et ayant décidé de sacrifier sa carrière pour les révéler au monde. Si c'était le cas, il l'aurait fait bien avant sa placardisation. Vous êtes d'accord, non? Ça me paraît logique. Auparavant, il a eu une longue activité politique marquée néanmoins par une succession d'échecs et ne semble avoir créé et développé l'UPR que par dépit. Voilà, c'est tout à fait aussi mon analyse. Sauf que moi, à l'époque, j'ai eu la flemme d'aller faire ça en détail comme il le fait là. J'aurais pu le faire, mais bon. Je me suis dit, tout le monde sait lire. Cette carrière politique est inscrite indubitablement à droite. Membre du cabinet ministériel de droite jusqu'à la dissolution de 1997, il rejoint ensuite le droitier et souverainiste Rassemblement du peuple français de Philippe de Villiers et de Charles Pasqua, dont on également était membre... était membre... quelque chose qui manque là. Nicolas Dupont-Aignan et Paul-Marie Couteau notamment, ou encore William Bitol, avant de se rapprocher de l'UMP, alors dirigé par Nicolas Sarkozy, puis de rejoindre brièvement le Rassemblement pour l'indépendance de la France de Paul-Marie Couteau, qui quittera pour fonder enfin l'UPR.
sous l'étiquette du RPF, parrainé par Jean Tibéry en face du OPS ou RPR-UDF. François Asselineau sera d'ailleurs élu conseiller de Paris en 2001 d'opposition, ce qui sera non son seul mandat d'élu local. On dira ce qu'on voudra, mais c'est plutôt mince comme légitimité démocratique. Qui plus est, et quoi qu'il en dise, de voir ce mandat à Jean Tibéry et Charles Pasqua, personnalité estimable, mais au passé et aux méthodes pour le moins troubles n'est pas très glorieux. Ah oui, un peu de népotisme au passage, je vois. Au cours de ce mandat, François Asselineau ne brille pas particulièrement et laisse un souvenir très mitigé à ses collègues. À sa décharge, il faut lui reconnaître que le rôle de conseiller de Paris d'opposition au milieu des magouilles de la droite parisienne n'est pas des plus simples. Oui. François Asselineau rejoindra alors l'UMP Guignan. Tiens, c'est quoi ce verbe Guignan? Très peu cité, je ne connais même pas. Bon, c'est vrai que je suis une inculte, moi, hein, il paraît. Sans doute une investiture qu'il n'obtiendra pas. Il annonce alors une liste dissidente que finalement il laissera tomber faute d'alliés et perd donc son unique mandat électoral. Écoutez, moi, ça m'étonne pas du tout que personne n'a voulu se rallier à lui, parce que vu le caractère qu'il a, monsieur, c'est presque le culte de la personnalité. Hein. Moi, j'ai l'impression, moi, je pense que si Asselineau devait arriver au pouvoir, ce serait plus une dictature coréenne, voilà. Vu la personnalité psychorigide de ce monsieur qui, voilà. Je sais pas moi, hein, bon. Enfin, moi je crois qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà approché le monsieur de près et qui en parlent, dont Jean Robin qui le connaît bien personnellement et qui a eu quelques déboires avec lui aussi et d'autres. Au final, ces états de service sonnent singulièrement creux si l'on compare ce maigre bilan à celui d'autres personnalités souverainistes, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers, William Whittle. Bon, enfin bref, Paris, il n'y a pas de match. La légitimité de François est nulle. Sans qu'il y ait aucun jugement de valeur là-dedans, ni que je condamne François Asselineau. Pour cela, force est de constater que la fonction de l'UPR s'inscrit donc dans un contexte où François Asselineau ne fonde, ou plutôt puisque l'UPR a été fondée en février 2007, développe l'Union populaire républicaine qu'après avoir échoué à tracer sa route par la grande porte. Ainsi, lorsqu'il critique Nicolas Dupont-Aignan il critique tous les patriotes, hein, de toute façon. Ça m'énerve, ça. Les patriotes qui critiquent les autres patriotes, c'est insupportable. C'est idiot, c'est pas intelligent, hein, de toute façon. Alors du coup, voilà, on fait pareil. Ça lui retombe dessus, là je le critique aussi du coup, parce que moi je l'ai fait, parce que s'il n'avait pas critiqué, s'il n'était pas tombé comme ça sur le paletot de Marine Le Pen, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bon d'accord, on a compris, hein, il veut sa place, il veut concurrencer, mais on peut le faire autrement, quoi. Moi je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas entendu Marine Le Pen s'en prendre comme ça à d'autres patriotes, et Dupont-Aignan non plus, hein. Mais alors lui, c'était virulent, hein. Je suis le seul et tous les autres, ils n'ont rien compris, ils vous en fument, ils vous mentent. Mais j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Et ça, c'est très révélateur. La seule différence entre Dupont-Aignan et lui, de ce point de vue, c'est que Nicolas Dupont-Aignan a réussi là où François Asselineau a échoué. Tout à fait. Hein, tout à fait. Vient alors la question inévitable de la rémunération de François Asselineau, car ce que cette grande victime de l'État sarkozyste puis socialiste oublie de dire, c'est qu'il continue d'être payé par nos impôts pour un travail à l'inspection générale des finances, qui est en fait fictif. En effet, François Asselineau passe son temps de travail à développer son parti politique et il suffit de suivre le calendrier démentiel du cycle des conférences qu'il s'impose à travers toute la France pour comprendre qu'il ne travaille pas réellement à l'inspection générale des finances. Sa situation, bien qu'elle ne soit malheureusement pas singulière, a d'ailleurs ému certains journalistes, s'étonnant de la persistance en ces temps de disette et de crise économique de ces placards dorés. Moi, je dirais même que c'est carrément scandaleux, quoi. Voilà. Il a fait toute sa campagne avec le fric des contribuables. Et après, il va faire la morale aux autres.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cas de François Asselineau, s'il peut paraître choquant pour bien des contribuables, n'est pas non plus isolé, reste tout à fait légal. Ah oui, oh ben, y a tellement... Maintenant, oui, c'est légal. Je sais pas, hein, mais c'est moi, je dis que si c'est légal, pour moi, c'est immoral. Voilà, c'est tout. Ces administrations ont une structure pyramidale, des responsabilités, et regorgent donc fatalement de hauts fonctionnaires qui ne trouvent plus, passé un certain âge, de poste à la hauteur de leur expérience. Les plus débrouillards parviennent à se recycler dans le privé parce que, quoi qu'on en dise, rester dans un placard doré payé à rien foutre est toujours déprimant. Ça, je m'en doute. Les autres sont bloqués. La pratique de l'emploi à vie empêche de se séparer d'eux, y compris à l'amiable contre un gros chèque, et ce même si les deux parties seraient prêtes pour une sorte de pré-retraite. François Asselineau est typiquement dans cette situation. Ah oui, c'est clair et net. En revanche, si cette pratique est tout à fait légale et si François Asselineau est libre d'organiser comme il l'entend son temps de travail fictif, le fait qu'il soit payé par nos impôts pour développer une activité politique sans être élu fait quand même désordre. Eh ouais, il n'y a pas à dire. Il aurait pu, et je dirais même, aurait dû démissionner. Sûr. Compte tenu de son âge, ce sacrifice lui aurait enlevé au pire quelques centaines d'euros à sa retraite et une rémunération déjà très conséquente. Ouais, mais il est très 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 matérialiste, hein, Asselineau, ça c'est clair. Mais alors, plus matérialiste que M. Asselineau, on ne trouve pas. Hein. Voilà. Ça ressemble à du Benalla, ça. Le tableau n'est donc pas, d'ailleurs, ils ont le même signe astrologique aussi, ces deux-là, étrangement. Et oui. Le tableau n'est donc pas celui d'un homme qui sacrifie sa carrière en fondant l'UPR, mais plutôt celui d'un homme dont la carrière, aussi bien politique que professionnelle, était déjà dans l'impasse, et qui fonde ensuite l'UPR, ses arrières assurées, puisque fonctionnaire à vie. Ce n'est pas en soi critiquable, mais cela relativise quand même le beau rôle que François Asselineau entend se donner. Ah oui, moi je dis que ça le crédibilise totalement. J'avoue que j'ai un peu hésité avant de poster cet article qui est vrai, tombe un peu en dessous de la ceinture. Mais non, ne te sens pas coupable. Je pense que je ne l'aurais pas fait si François Asselineau n'incarnait pas magnifiquement ces élites administratives françaises bouffies de suffisance et de morgue, persuadant que tout leur est dû et qu'elles sont indispensables. Je ne l'aurais pas fait non plus si François Asselineau avait été un minimum plus modeste et l'a ramené un peu moins sur sa personne lors de ses différentes interventions. Enfin, je ne l'aurais pas fait si François Asselineau n'était pas aussi méprisant envers les autres hommes politiques et en particulier à l'égard de Nicolas Dupont-Aignan et oui, Marine Le Pen et les autres, mais c'est vrai aussi de Philippe de Villiers ou Paul-Marie Couteau qui ont pourtant tous des parcours autrement plus brillants que le sien. Pour conclure, je précise, si besoin est, que bien que j'assume complètement cet article, les défauts que j'ai pointés dans la personnalité de bon, je vais cesser de lire là, je vais vous laisser lire la suite, si vous voulez. Je pense que c'est pratiquement, là, elle est très longue, hein, voilà, c'est pratiquement terminé. Vous lirez jusqu'à la fin, et moi je vais vite vous montrer un autre article que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est celui-là. Patrimoine de François Asselineau, le candidat serait à sec. Dans sa déclaration de patrimoine, François Asselineau révèle qu'il est à découvert et qu'il entend contracter un nouvel emprunt. Ben voilà. En revanche, le candidat peut se targuer de posséder pas moins de 4 biens immobiliers. François Asselineau a tout misé sur la pierre et se retrouve aujourd'hui sans le sou. Ah oui, c'est triste, hein? Non, c'est vrai. C'est en tout cas ce qui ressort de sa déclaration de patrimoine publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le candidat de l'Union populaire républicaine, UPR, indique être à découvert sur ses deux comptes. Enfin voilà, 6044, deux comptes, la 8697. Bon, j'abrège un peu parce que sinon je ne vais plus avoir le temps de dire ce que j'en pense. Alors, monsieur fait plein de dettes, hein, et il a des biens, il a des dettes, mais il en fait encore d'autres. Et puis, en pensant peut-être qu'il était à vie, qu'il ne serait peut-être jamais placardisé, hein, voilà ce que j'en déduis. Monsieur a cru qu'à vie serait apprécié à sa juste valeur. Oui, mais non, apparemment. Et donc, il se retrouve dans une situation catastrophique, alors qu'il a quand même, plein de dettes. Là, je vois. Je ne vais pas énumérer, hein, regardez un peu, 187 000, 182 000, enfin voilà, vous pouvez lire 242 40, je me dépêche. Et pour ces vacances, François Asselineau a justement le choix de sa destinée.
de la destination. Il possède tout d'abord à hauteur, bah oui, forcément à hauteur, puisque tout ça c'est pas payé, hein, estimer une résidence principale à Paris d'une superficie de 203 mètres carrés estimée à 1 500 000 euros. Bah, le candidat de l'UER peut également décider de se rendre dans la Nièvre, où il est propriétaire d'une résidence secondaire payée à 75%, 160 mètres carrés sur 2 niveaux, 4300 mètres carrés de terrain, etc., plus un F3 de 72 mètres carrés, F2 de 55 mètres carrés en Polynésie française. Il aurait pu vendre des biens pour payer ses dettes, hein. Je sais pas, moi, il aurait pu vendre un appartement ou, je sais pas, moi, un morceau de terrain, un bien. Vous croyez pas? Quand on a beaucoup de dettes comme ça, ben, on vend un de ses biens pour rembourser cette dette. Point, c'est tout. Mais non, monsieur préfère faire appel aux dons en prétextant que c'est pour sa campagne. Quelle campagne? Une campagne sur Internet à faire des vidéos? Non, mais je rêve. Bon, enfin. Alors, il a encore 15 000 euros de parking, hein, un parking qui est un emplacement de parking, 15 000 euros, mais pas de voiture. Bah, il doit le louer, évidemment. Légalement ou illégalement, je n'en sais rien. Alors, François Asselineau termine sa déclaration en rappelant qu'il est actuellement sans revenu, ouais, c'est très triste, du fait de sa mise en disponibilité de l'Inspection Générale des Finances. Hein, il devrait bientôt contacter un nouvel emprunt de 60 000 euros auprès de sa banque dure de faire campagne. Ah, voilà, alors il a plein de biens, mais il veut quand même continuer à s'enrichir avec des biens. Il veut quand même continuer à payer ses dettes et à s'enrichir sur le dos du contribuable ou des naïfs et des crédules qui vont suivre ce monsieur. C'est quand même incroyable, quoi. Et attention, hein, parce qu'il a tellement de belles et longues analyses et tellement des documents intéressants qu'il va chercher un peu partout sur Internet. Hein. Et il sait tellement de choses, mon Dieu, que les autres ne savent pas, qu'ils sont prêts à lui donner. Allez-y, sortez vos chéquiers, allez-y. Et moi, ça me fait vraiment rire. Hein. Ah là là, mais c'est pas possible. Alors, le candidat indique par ailleurs, il n'y a pas que lui sur Internet, hein, il y en a d'autres, pareil. Hein. Alors, mais quand c'est justifié, les dons, moi je veux bien donner des dons. Mais il y en a certains sur Internet, je ne donnerai pas, sûrement pas. Et j'en ai déjà parlé de cela. Le candidat indique par ailleurs qu'il possède un emplacement. Bon, alors ça, je l'ai lu. Bon. Oui, bon, voilà, alors dur de faire campagne. Hein. dur de faire campagne. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, là? Zéro commentaire, là. Voilà. Alors, moi, j'estime, hein, cher monsieur François Asselineau, quand on est aussi incapable de gérer son propre budget, ses biens, et d'arriver à quelque chose vraiment qui mérite d'être considéré comme une réussite sociale, on ne peut pas gérer la France. C'est tout. Quand on ne peut pas gérer dans sa propre famille, son propre budget, ses propres biens, et ne pas se retrouver endetté jusqu'au cou, eh bien alors qu'est-ce que ça va être quand vous allez avoir la France entre vos mains? Allez, sur ce, je dis merci pour l'écoute et à bientôt. Alors, et puis, sans compter, ah oui, ça faut que je dise, sans compter que le monsieur est totalement dans le déni de cette réalité-là, voilà, cette réalité-là, n'est-ce pas, dont tout le monde en parle. Maintenant, eux, ils osent en parler, mais lui, il n'ose pas en parler, c'est un sujet tabou. Hein. Alors, Inch'Allah, voilà, ces sujets-là, il ne veut pas en parler parce que c'est trop clivant, et bien sûr, parce qu'il risque de perdre, évidemment, il risque de perdre il risque de perdre, vous savez qui? Eh ben, tous ces militants qui sont pour la plupart musulmans. Voilà, il est là, je suis sur le site de la Oumma. Eh bien, la Oumma, eh ben voilà, c'est que des gens qui veulent voter Asselineau ou Mélenchon. Voilà, Asselineau ou Mélenchon, vous regarderez bien. Ok, alors on comprend mieux pourquoi certains sujets sont tabous pour monsieur Asselineau. Vous avez compris? Alors, je vous dis quand même de vous méfier. Et Gilets jaunes, si vous m'entendez, mettez ça sur le tapis, ne mettez pas la tête dans le sable comme il fait là, Marianne, ceux qui ne veulent pas voir, hein, voilà, la tête dans le sable, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, 20 ans, vous allez voir ce qui va se passer, vous serez sur terre d'islam, et vos femmes, vous allez pouvoir les couvrir de la tête aux pieds en noir, etc. Elles vont devoir marcher derrière vous, les hommes, et vous, les hommes, ne devront pas s'asseoir sur une place où une femme s'est assise parce que c'est impur, et etc. Vous pourrez plus manger des cochons
cochons, vous ne pourrez plus aller danser, vous ne serez plus, il y aura plus de liberté, c'est terminé. Parce que la charia sera là. Parce qu'une fois que, si le musulman arrive au pouvoir, évidemment, et oui, forcément, parce que comme ils sont majoritaires, ils seront dans 30 ans, ils seront majoritaires. Ça a été calculé. Il y en a qui ont fait des calculs, hein, c'est statistique, c'est voilà, vu le nombre d'enfants qui sont dans leur famille, c'est vite calculé. J'en ai déjà fait une vidéo qui a été supprimée, et par YouTube, hein, évidemment, et d'autres hein, qui ont toutes été supprimées. Et, bon, alors ça c'est inévitable. Évidemment, quand ils seront majoritaires, il y aura un musulman qui arrivera au pouvoir. Ils voteront tous pour le musulman qui se présentera. Et une fois qu'il sera au pouvoir, il y a les islamistes radicaux derrière qui arriveront avec le Coran et qui diront « Ah, c'est écrit là, hein, c'est écrit les mécréants, etc., les femmes voilées, les femmes habillées en noir, etc., la charia, c'est écrit. » Et les autres, c'est tout... Parce que les lois divines sont... Ça passe au-dessus des lois humaines. Vous avez compris ? Chez les musulmans, ce sont les lois divines qui comptent. D'ailleurs, ils ne devraient même pas voter parce qu'un vrai musulman ne devrait même pas voter, d'après ce que j'ai lu sur d'autres sites. Mais bon, après, il y en a qui disent que voilà, mais bon, là, on est bel et bien dans une... Attention, c'est très progressif et très sournois, c'est en train de se faire depuis longtemps, et il y en a beaucoup qui travaillent à ça. Il y en a beaucoup qui travaillent à ça. Même l'Église catholique travaille à ça, parce que j'ai vu là, alors, il y a plein de gens qui tirent la sonnette d'alarme, hein, attention. Hein. Alors même ceux de gauche, hein, de toute façon, voilà, ça voilà. Alors, et évidemment, l'Église catholique aujourd'hui est de mèche pour faire rentrer tout ce petit monde. C'est ce qu'ils veulent, hein, je vous assure. Hein. Et c'est ce qui va se produire si on ne stoppe pas ça, si on ne veut pas enlever. Si on n'enlève pas nos œillères aujourd'hui, hein, vous tous qui allez voter, alors faites quand même très très attention, parce que c'est de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants qui est en jeu. Je vous dis sur ce, merci pour l'écoute et à